Une organisation commerciale, elle ne doit pas être designée pour ces A-players, elle doit être plutôt designée pour des B-players. Un B-player, ça va être quelqu'un qui va être en mesure d'atteindre une très forte performance avec un peu plus d'accompagnement, en étant un peu plus guidé. Et donc, c'est ce pourquoi cette notion de funnel de vente, c'est ce pourquoi ces notions de processus. Mon objectif, c'est de créer un système qui permette de mettre en performance les B-players pour leur permettre d'atteindre la même performance ou d'être vraiment très proche de la performance d'un A-player. Et pour moi, les bons processus, justement, à mettre au sein d'une organisation commerciale, c'est les processus qui permettent ce que je viens de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis le directeur commercial Europe du Sud chez Spendesk. Donc je pilote à la fois les équipes acquisition et les équipes expansion sur ce périmètre géographique. Et Spendesk, en quelques mots, c'est une licorne française qui est spécialisée dans le spend management et le procurement, qui a été lancée en 2016 et qui est principalement positionnée sur le marché européen avec 4 localisations qui sont l'Allemagne, l'Angleterre, la France et l'Espagne. J'ai un parcours historiquement très axé finance, technologie, SaaS et sales bien évidemment. J'ai commencé ma carrière il y a 8 ans maintenant en tant qu'account exécutif full stack pour une entreprise de financement, principalement focalisée sur tout ce qui est client enterprise, donc principalement CAC 40, SBF 120. J'ai évolué au sein de cette structure initialement donc en tant qu'account exécutif, puis en tant que key account manager et manager d'équipe, en ayant ouvert la business unit Sud-Est. Et j'ai changé de structure au bout de 5 ans pour rejoindre un acteur majeur du paiement en Europe qui s'appelle Worldline, pour lequel je gérais en tant que Global Account Manager le compte SNCF. J'ai rejoint Spendesk il y a 2 ans et demi maintenant, initialement pour lancer le département Sales Expansion, et puis maintenant en tant que Head of Sales sur la partie acquisition et expansion. C'est une très bonne question. Je pense que depuis des années, de toute manière, les enjeux macroéconomiques vont avoir un impact très large sur l'Head of Sales, surtout dans l'environnement startup, surtout dans l'environnement de la French Tech qu'on connaît actuellement. Si on revient un petit peu sur la période historique de Spendesk, donc 2016-2025, on a vu qu'il y a eu pas mal d'évolutions sur les enjeux macroéconomiques. On a eu de 2016 à 2021 des coûts du financement qui étaient très faibles, avec des venture capitals qui ont très largement investi. Alors je parle beaucoup de la French Tech, mais pas que, aussi en Europe et aussi aux États-Unis. Et donc on a eu des levées de fonds qui ont été très importantes, en centaines de millions d'euros, voire plus. Spendesk étant un bon représentant pour ça, on a levé en 2021-2022 plus de 200 millions d'euros. Le fait d'avoir levé autant d'argent, ça a amené en fait une stratégie d'un point de vue sales qui s'est traduite par une stratégie d'acquisition très forte de parts de marché et un peu ce qu'on appelle une stratégie d'acquisition à tout prix. C'est une stratégie qui a fonctionné par le passé. On sait que Salesforce, en 2000, a fait exactement la même stratégie et on voit le résultat qu'ils ont actuellement. Donc, c'est une stratégie qui a été payante et qui s'est traduite d'un point de vue département commercial par la création d'une très, très grosse force outbound composée principalement de SDR et de compte exécutif. L'objectif de ces 2 pôles était vraiment de pouvoir éduquer le marché sur les solutions dans la globalité pour pouvoir s'assurer de capturer ces parts de marché le plus rapidement possible, pour pouvoir créer donc de ce fait des fortes barrières à l'entrée en se positionnant en tant que leader à la fois en termes de brand awareness mais aussi en termes de parts de marché potentiellement face à tout concurrent qui pouvait arriver. Depuis 2021-2022, on voit qu'il y a eu quand même un vrai changement sur cet aspect-là. On a un contexte macroéconomique qui s'est un petit peu durci. On parle de la guerre en Ukraine, mais pas que. On a vu aussi les taux d'intérêt qui ont très largement explosé. Si vous voulez acheter un appartement ou vous avez voulu acheter un appartement, vous avez dû sûrement le voir. Et donc, de ce fait, on a vu que les VC ont été un petit peu plus frileux dans leurs investissements, avec moins de levée de fonds. Et donc un besoin pour les entreprises, quel que soit en early stage, soit à des stages un peu plus tardives, telles que série C, telles que série D, sur un besoin de réévaluer le modèle qui avait été historiquement mis en place. Donc ce qu'on a cherché, c'est vraiment amener un focus plus important sur des ratios de rentabilité pour s'assurer qu'on passe de ce modèle un petit peu de croissance à tout prix
vers un modèle de croissance un peu plus soutenable. Il y a beaucoup de ratios financiers dont on parle souvent qui sont par exemple le LTV to CAC ratio, le ratio d'ARR par OTE, donc plutôt sur les départements sales ou même les Rules of 40 qui nous permettent en fait d'identifier justement ces tendances. Et donc concrètement pour un Head of Sales, comment ça s'est traduit? Déjà dans un premier temps, ça s'est traduit par un besoin d'optimisation de ce coût d'acquisition. Ce coût d'acquisition, on l'optimise de deux manières, en s'assurant qu'on va pouvoir focaliser mieux sur une synergie plus forte entre les départements marketing, les départements sales, les départements opérations, pour s'assurer un passage, on va dire, d'une stratégie volumique en termes de lead generation, en termes de awareness, plutôt vers une approche bien plus qualitative. Et donc, concrètement, ça veut dire plus d'ABM, plus de stratégie de referral, pour vraiment s'assurer que les leads qui arrivent sont des leads qui sont les leads qu'on va chercher justement et qu'on va réussir à convertir en tant que commerciaux. Et le deuxième aspect, c'est une optimisation, une rationalisation des équipes commerciales. Historiquement, en termes d'efficience, on voyait qu'on avait 2-3 SDR assez régulièrement par account exécutif, de par cette stratégie, encore une fois, d'éducation qu'on mentionnait. On a vu qu'en 2022-2023, on a eu une réduction globale du nombre de SDR sur le marché, avec justement cette volonté d'amener beaucoup plus de rationalisation, avec 1-2 SDR tous les 2 accounts exécutifs, donc un ratio de 1 pour 1 quasiment, voire même certaines entreprises ont poussé justement un modèle d'AE full stack, où les AE sont à la fois en charge non plus uniquement du closing, mais aussi de la génération de leads. Donc là, ça a été vraiment une vraie transition qu'on a connue au cours des dernières années et qui s'est traduit aussi par un shift du marché où on voit de plus en plus de scale-up startup évoluer vers du up-market, donc sur des segments de clients qui sont plus importants que leurs clients initiaux. Et ça, c'est lié justement aussi, encore une fois, à ce besoin d'amener une rentabilité et une croissance à long terme sur leurs clients globaux. Et donc, bien évidemment, le fait de pouvoir changer de segment, de focus, a amené beaucoup d'enjeux auprès des Head of Sales qui ont dû réinventer les funnels de vente, la manière de former les équipes, les méthodologies sales qui ont été impactées, qui ont été donc globalement le gros changement qu'on a connu sur cette année 2022-2024. Pour répondre à ta question après cette longue introduction, depuis fin 2024, on a de nouveau une nouvelle tendance. On voit que les VC commencent à réouvrir un petit peu les flux. On a eu, je crois, en novembre, 740 millions d'euros d'investissements qui ont été faits par les VC dans la French Tech. Je crois qu'en janvier, on est autour de 700 millions d'euros. Donc on voit quand même qu'on a de nouveau de plus en plus de capitaux qui réinvestissent dans le marché et donc qui peuvent impacter potentiellement cette stratégie commerciale. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que quand on regarde les montants des levées, les montants des levées sont beaucoup plus faibles que ce qu'on a connu par le passé. Là où il était quand même en 2021-2020 assez courant de lever 100, 200, 300 millions d'euros quand on était une série B, voire une série C, là on a plutôt un capping qui est plutôt autour de 40 millions d'euros, ce qui démontre en fait la velléité pour les VC de bénéficier ou de souhaiter une croissance, oui, importante liée à ce modèle Startup Scale-up, mais aussi surtout une croissance maîtrisée et une croissance contrôlée. Donc globalement, ce qu'on va attendre du Head of Sales sur 2025, ça va être de continuer le travail qui a été engagé sur 2024 avec ce besoin de rationalisation, d'efficience globalement. Ce qu'on va attendre de lui, c'est de s'assurer qu'avec une équipe de 10 accounts exécutifs, potentiellement, il soit en mesure de faire presque autant, voire plus que ce qu'il faisait avec une équipe de 20 accounts exécutifs. Donc ce qu'on va attendre, c'est vraiment une notion d'efficience sur tout le funnel de vente, que ça soit de l'awareness, donc vraiment du premier point de contact que vous pourriez avoir avec l'entreprise, jusqu'au closing et au passage du prospect en tant que client. Et ça, pour rentrer un peu plus dans le détail, ça va se traduire par quoi? Ça va être sur la pipeline generation, le besoin, comme je le mentionnais, de vraiment créer des synergies très fortes avec des départements tels que les départements partenariat, avec les départements marketing, pour s'assurer que justement ce qui rentre dans le funnel de vente sont des comptes qualitatifs et complètement ICP pour l'entreprise ciblée. Ça, c'est le premier point. Ça va être le fait de continuer à pousser cette motion un peu de self-sourcing. Ce qu'on va attendre, c'est vraiment d'avoir des accounts exécutifs qui sont en mesure de générer 30, 40, 50% de leur pipeline. À partir de là, on va devoir les accompagner dans plus d'efficacité dans leur manière de vente.
Cette efficacité, elle va se traduire par des funnels de vente qui doivent être maîtrisés, très clairement, avec des étapes clés du cycle de vente qui soient bien définies, des événements pour passer d'une étape à une autre qui soient bien compris et standardisés, pour s'assurer que l'énergie qui soit dépensée sur le deal soit la bonne énergie et qu'on soit le plus efficient possible pour convertir justement ces clients, ces prospects en clients. Ce qui va être aussi important, c'est de simplifier le travail et le rôle de l'account exécutif. Et ça va être aussi, surtout si on lui donne justement cette notion de self-generation, ce besoin de créer le pipeline par lui-même, lui simplifier sa notion de sourcing en lui apportant les beaux comptes qui soient bien qualifiés, avec des intents qui répondent à l'ICP qu'on a défini, pour s'assurer justement que l'énergie qu'il va mettre sur cette partie prospection va payer ses prix le plus possible. Je pense que le point aussi important, ça va être un point de vue people. Il faut vraiment comprendre qu'on a une évolution, comme je le mentionnais, du marché, où on a de plus en plus d'entreprises qui se focalisent sur un segment qui est un peu plus important que le segment historique, et donc une manière de vente qui est différente, qui va passer plutôt d'une manière de vente valeur, une vente valeur autour d'un ROI, versus une vente qui était plutôt transactionnelle par le passé. Et donc à partir de là, ça va amener un enjeu qui va être important en termes de personnes et en termes de commerciaux. On va devoir s'assurer d'avoir des personnes qui ont l'habitude de vendre justement cette vente valeur, qui est vraiment une vente complètement différente que ce qu'on a connu. Et donc, je pense que ça va aussi entraîner un renouvellement d'une partie des forces commerciales pour justement accompagner les entreprises dans cette transition et cette conduite du changement. Pour moi, il n'y a pas d'organisation commerciale idéale. Je pense que l'organisation commerciale doit s'adapter à une industrie, à un segment de marché, à un panier moyen pour amener le plus d'efficience possible. Je vais prendre un exemple qui est assez simple. On a, si on se focalise sur une partie juste pricing, deux modèles qu'on voit de façon assez courante dans le SaaS. On a un premier modèle qui est un modèle plateforme, c'est-à-dire un coût d'entrée pour le prospect qui est assez important, mais pas forcément de dépendance ou de modularité de la tarification en fonction de l'usage. Et donc, dans ce cas de figure, on va avoir besoin d'avoir des équipes account exécutives qui vont être très fortes, qui vont justement représenter 90% du nouveau revenu de l'entreprise, avec un besoin qui va être moindre sur les équipes expansion Customer Success Manager, parce qu'il y a moins cette notion d'expand, de cross-sell, d'upsell. Là où on va attendre globalement le Key Account Manager, ça va être plutôt sur la partie renouvellement de contrat, si on est sur des contrats annualisés. D'un autre côté, le deuxième modèle, c'est plutôt un modèle qu'on considère au site assez souvent, c'est un modèle à l'utilisateur. Et donc, dans ce cas de figure, on va avoir une organisation commerciale qui pourrait être complètement différente. On va avoir une équipe acquisition qui va se focaliser plutôt sur l'acquisition de nouveaux logos, qui va souhaiter rentrer chez les prospects, pas forcément sur des gros paniers à l'origine, mais justement plutôt sur une notion de volume. Et là où on va avoir besoin, ou là où l'entreprise va vraiment faire son revenu, dans un deuxième temps, ça va être vraiment sur cette partie expansion, donc au travers des Customer Success Managers et des Key Account Managers. Et donc dans ce cas de figure, tu vas avoir une équipe account exécutive qui va être beaucoup plus, on va dire, réduite que l'équipe account exécutive du premier cas de figure, mais par contre une équipe expansion qui va être beaucoup plus importante, avec justement une stratégie assez forte, qui est une stratégie autour du land and expand. Donc pour répondre à ta question de façon peut-être un peu plus concrète, j'ai parlé justement de ce modèle de prix. Il y a aussi un modèle de segment de clients adressés. On ne va pas adresser de la même manière en termes d'organisation commerciale, du self-sourcing ou vraiment du très small business, very small business, du SMB, du mid-market, de l'enterprise. Et donc, comme on le voit souvent, il n'y a pas une organisation commerciale chez certains grands players, on va dire, du SaaS. On peut parler de Salesforce, on peut parler de Workday. Ils ont des organisations commerciales qui vont refléter les segments d'activité qu'ils vont adresser. Salesforce, par exemple, va avoir potentiellement 3 segments commerciaux avec 3 organisations commerciales complètement différentes. Une adressée sur le SMB, une adressée sur le mid-market, une adressée sur l'enterprise. Donc, pour répondre à ta question sur quelle est, à mon sens, la meilleure organisation commerciale, ce que je te propose, c'est de les dérouler un petit peu sur ce que je pense être le mieux en fonction du segment d'activité, hormis cette notion de pricing and packaging qui est bien évidemment, entre cette notion d'usage et cette notion de plateforme, peut impacter bien évidemment ce que je vais vous présenter. Déjà, sur le very small business, ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment du marketing
très fort pour justement attirer les clients, pour qu'ils puissent bouger sur un modèle de self-onboarding, de self-subscription. Et donc, on ne va pas forcément avoir besoin de compte exécutif dans leur cas de figure. On a un modèle qui est assez similaire, qui est le modèle PLG dont on parle beaucoup, donc Product-Led Growth. C'est-à-dire qu'on va souvent land des clients sur des petits cas d'usage, justement via des freemiums où il n'y a pas forcément justement un grand coût d'entrée. Et l'organisation commerciale qu'il va falloir mettre en place, ça va être une organisation qui va plutôt être en charge de démontrer la valeur au client, du pourquoi passer sur un plan plus important ou pourquoi passer sur un plan payant. Sur ce VSB, on va avoir souvent donc un gros service marketing, des account managers qui vont être là justement pour essayer de travailler ces clients et qui vont s'adosser beaucoup sur une notion de mass mailing, de mass market via une association très forte avec le marketing, et un service care qui va être là justement pour accompagner les clients au cours dans leur vie avec le produit en répondant à leurs questions. Quand tu vas passer sur un modèle plutôt SMB, ça va être quelque chose un petit peu différent. On va essayer de continuer à garder cette notion forte autour de l'inbound. Donc, on va continuer à travailler énormément avec le marketing pour avoir beaucoup de lead generation et beaucoup de leads qui vont arriver justement pour le compte exécutif. On risque d'avoir une équipe de compte exécutif qui va quand même avoir la responsabilité de self-sourcing. Donc, ils vont aussi aller chercher de leur côté des leads pour pouvoir justement continuer à nourrir leur pipeline. Et une fois que les leads vont être closés, on risque d'avoir un Customer Success Manager qui va être en charge de à la fois la partie onboarding, à la fois la partie Customer Success, mais aussi la partie expansion, donc cross-sell, upsell et contract renewal. L'idée de cette organisation, qui est une organisation assez aplatie, parce qu'on revient, on a un account exécutif grosso modo et un Customer Success Manager pour le client, c'est vraiment de se dire qu'on va essayer d'optimiser au maximum notre CAC, donc notre coût d'acquisition, et aussi notre coût de rétention client pour pouvoir justement s'adapter sur le modèle tarifaire versus le coût interne qu'on puisse avoir. Quand tu vas passer plutôt sur du segment mid-market and enterprise, c'est à ce moment-là qu'on risque d'avoir des dispositifs commerciaux qui vont très largement grossir. Donc on a toujours cette importance du marketing, on a souvent ce besoin aussi de rajouter un stream partnership qui est important. On va souvent à ce moment-là aussi pouvoir justifier l'arrivée de SDR qui vont justement aller sourcer des comptes aussi pour les accounts exécutifs pour pouvoir commencer à travailler sur cette éducation du prospect, sachant qu'on est sur des cycles de vente plus longs, donc la prise de décision va être plus longue, donc on a un besoin de travailler vraiment sur cette éducation parce que c'est beaucoup moins transactionnel que ce qu'on aurait pu voir dans le passé. On va avoir un account exécutif qui va aussi, lui, avoir tendance à faire du self-sourcing. Si vous ne l'avez pas compris, le self-sourcing, grosso modo, va devenir d'une manière ou d'une autre, même s'il ne représente pas 100% du pipeline, une norme, je pense, pour l'ensemble de l'industrie. Cet account exécutif, là, il va être accompagné par un fort dispositif. Il va être accompagné souvent sur les comptes enterprise par un dispositif avant-vente avec des experts techniques qui vont arriver sur des phases de validation technique pour pouvoir accompagner le prospect dans le scoping de son projet et pour pouvoir s'assurer justement que la solution qui est mise en place, de par la complexité qui peut être autour d'intégration, de processus métier, on ait la solution qui soit la plus adaptée aux besoins. Donc ça, c'est le premier aspect. On risque aussi d'avoir des project managers, onboarding managers, solution consultants, vous les appelez comme vous voulez, mais qui vont justement accompagner sur la phase de déploiement. Donc comment on va travailler, construire le rétro-planning de déploiement conjointement avant donc la clôture du deal et comment on va s'assurer qu'on puisse l'effectuer, qu'on puisse tout simplement le suivre lorsque le client va avoir signé le contrat. Pour le cours de vie du client, donc après la signature de celui-ci, on va avoir encore une fois des Customer Success Managers qui vont souvent avoir moins de clients pour pouvoir passer plus de temps. Donc c'est souvent des Senior Customer Success Managers pour pouvoir apporter plus de valeur à ces clients-là. Et on aura des Key Account Managers qui vont justement avoir ce rôle aussi de pilote, d'accompagnement sur le long terme et de pousser les upsells et les cross-sells. Donc en fait, tu l'as compris, à mon sens, il n'y a pas une réponse, comme je te le disais, sur ce qu'est une bonne organisation commerciale. Je pense qu'une organisation commerciale se doit d'être efficiente, mais avant tout adaptée à son marché, adaptée à son industrie et adaptée à ses enjeux et sa stratégie interne. Et c'est comme ça qu'en tant que Head of Sales, et c'est une des raisons pour lesquelles on a tendance à faire varier, adapter nos organisations commerciales pour répondre justement aux différents défis liés entre autres par les contextes macroéconomiques que je mentionnais sur la question précédente. Les meilleurs processus,
C'est des processus qui vont avoir pour velléité de guider au maximum les account exécutives ou les équipes commerciales dans leur globalité, tout en leur donnant la flexibilité nécessaire pour innover, adapter. Quand vous allez recruter un commercial, ce qu'on va aller chercher, c'est quelqu'un effectivement qui ait une expertise métier. Et ce que j'attends aussi, moi, c'est le grain de folie qui permette justement au commercial de se différencier de par une force spécifique dans son approche client. Donc c'est assez compliqué souvent pour ces commerciaux de leur donner un cadre qui est beaucoup trop strict parce qu'en fait on va tout simplement les brider et on ne va pas leur donner les moyens de se mettre en performance. Il y a quelque chose dont je suis assez convaincu, c'est qu'une entreprise ou un département commercial ne peut pas être dépendant de A-players. Les A-players, c'est des commerciaux, dans notre cas de figure, qui, sans beaucoup d'accompagnement, sans beaucoup de process, sont capables d'être en over-performance parce qu'ils ont ce côté un peu intrapreneur en eux et ils ont cette capacité, de par la rigueur, de par la constance qu'ils se donnent, d'être des ultra-performeurs. C'est important d'avoir des commerciaux comme ça dans ces équipes. Par contre, trouver des bons A-players, c'est compliqué parce que tout le monde se les arrache sur le marché. Et c'est aussi compliqué de les retenir parce que souvent, c'est des personnes qui savent qu'elles sont bonnes, qui ont des attendus très importants en termes soit d'évolution de carrière, évolution de package ou qui ont même une tendance à se lasser assez rapidement parce qu'elles veulent tout le temps apprendre. Donc une organisation commerciale, elle ne doit pas être designée pour ces A-players, elle doit être plutôt designée pour des B-players. Un B-player, ça va être quelqu'un qui va être en mesure d'atteindre une très forte performance avec un peu plus d'accompagnement, en étant un peu plus guidé. Et donc, c'est ce pourquoi cette notion de funnel de vente, c'est ce pourquoi ces notions de processus. Mon objectif, c'est de créer un système qui permette de mettre en performance les B-players pour leur permettre d'atteindre la même performance ou d'être vraiment très proche de la performance d'un A-player. Et pour moi, les bons processus, justement, à mettre au sein d'une organisation commerciale, c'est les processus qui permettent ce que je viens de vous présenter. Pour rentrer un peu plus dans le concret, ces processus, ça va être quoi? Ça va être déjà, dans un premier temps, définir un funnel de vente. Quelque chose qui peut sembler basique, mais c'est vraiment de définir quelles sont les étapes du funnel de vente, comprendre qu'on a potentiellement des deals différents. Donc, on a des deals sur lesquels on va pousser plus de vélocité, sur d'autres deals sur lesquels on va pousser plus de valeur. Donc, on doit avoir potentiellement plusieurs funnels de vente ou du moins une adaptation de ce funnel de vente en fonction des deals qui vont rentrer. C'est la mise en place aussi d'étapes claires et structurées entre les différentes étapes de ce funnel de vente. Donc de points de passage, de milestones, qui permettent en fait à l'account exécutif de prendre un petit peu de recul sur son deal en se disant j'ai bien coché toutes ces cases-là, donc je peux avancer sur ce deal-là. Pourquoi c'est important? Parce que ça va permettre d'amener une efficience en s'assurant que l'account exécutif passe son temps sur les bons deals et ne fasse pas avancer un deal dans le funnel de vente qui soit un deal pas forcément assez cadré ou avec une très très faible probabilité de signature. Le dernier point, donc, c'est la méthodologie qui va permettre justement ça. Alors, on parle beaucoup de MEDPIC, on parle beaucoup de Challenger, on parle beaucoup de SPICE, tous les noms, tous les acronymes que vous entendez à longueur de journée. Je pense qu'encore une fois, cette méthodologie, globalement, il y a quand même une source commune qui est la pain du client et l'impact de cette pain. Et donc, c'est le travail principal d'un commercial d'aller trouver cette pain, l'impact et de trouver la solution pour répondre au mieux à ces pains-là. Mais l'intérêt en fait, qu'on va avoir sur ces méthodologies, ça va être encore une fois de donner un cadre à un account exécutif pour pouvoir prendre encore du recul sur son lead et identifier ce qu'on appelle des red flags dans notre jargon, donc identifier les zones de doute, les zones de risque pour s'assurer justement qu'on soit en mesure et en contrôle de l'opportunité. Ces processus sont assez importants, mais pour moi, le bon processus pour une entreprise, c'est un processus qui permette à justement l'entreprise d'être la plus efficace possible avec, d'une manière ou d'une autre, le moins d'efforts possible. Ce que je dis à un commercial, c'est que je préfère souvent qu'un commercial soit en train de se reposer, aller regarder une série, plutôt que de passer du temps avec un prospect qui ne va jamais signer. En termes de gestion de l'énergie, c'est important. On demande beaucoup d'énergie aux commerciaux, donc je pense que ces processus sont aussi, d'une manière ou d'une autre, permettent de maximiser le revenu généré pour l'entreprise, mais aussi de faire attention à l'énergie déployée pour le commercial pour s'assurer justement de pouvoir travailler, d'avoir cette énergie sur le long terme et non pas un sprint versus un marathon. L'IA dans les équipes, pour moi, c'est un des gros enjeux justement sur 2025. On a vu une très forte évolution au niveau de l'IA. Je ne vais pas dire que j'étais sceptique à l'origine, mais je pense que comme beaucoup, on regardait l'IA avec
une belle prise de recul. On a commencé à étudier ou à se dire l'IA peut être intéressant lorsque ChatGPT est arrivé. Et maintenant, on voit que l'IA est le sujet un petit peu tendance que tout le monde pousse. Pourquoi l'IA est intéressant je pense pour tous les métiers, mais entre autres là sur notre focus commercial, c'est parce que comme je l'ai mentionné, l'objectif, la tendance actuellement, c'est de faire plus avec moins, c'est de faire mieux avec moins. Et donc, on a pour cela besoin d'amener de l'efficacité. Un responsable commercial, qu'est-ce qu'il va attendre? Il va attendre que ses commerciaux soient le plus de temps en face du client possible. Donc, il va avoir une velléité de réduire au maximum le temps passé en interne. Que ça soit sur justement remplir le CRM, que ça soit sur la préparation de présentations pour les clients. On veut vraiment que nos commerciaux parlent avec nos clients. Le deuxième sujet, ça va être plutôt égocentré, c'est vraiment plutôt sur la gestion de la data. On a besoin que les commerciaux nous fournissent la data nécessaire, à la fois nous, en tant qu'Head of Sales, pour nos prises de décision, mais aussi pour notre forecasting, pour s'assurer qu'on soit en contrôle et en maîtrise de notre pipeline au quotidien. Et donc, pour répondre à tes questions, c'est principalement sur ça que je vais aller chercher mes commerciaux et utiliser l'IA. C'est vraiment sur cette notion à la fois d'optimisation du temps face aux clients et cette notion d'optimisation de la qualité de la data qu'on peut avoir en interne. Pour répondre de façon peut-être un peu plus spécifique à ta demande, si je redescends un petit peu le funnel de vente et comment on utilise l'IA chez nous, je pense que le premier sujet, ça va être, comme je te le mentionnais, s'assurer que nos commerciaux passent plus de temps possible avec nos clients. Et ça va être déjà de par optimiser le temps qu'ils vont prendre pour sourcer les comptes. On utilise un outil qui s'appelle Copy AI, qui est intégré avec notre CRM et qui va nous permettre justement d'être beaucoup plus granulaire dans l'identification des prospects potentiels qu'on va souhaiter adresser. Je parlais d'ICP, je parlais d'intent. L'idée, c'est vraiment d'avoir une IA qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de granularité et qui va nous aider à scorer selon elle quels sont les prospects qui sont les plus chauds et donc les plus à même à signer dans le futur avec Spendesk. Donc on va utiliser vraiment Copy AI pour ce scoring. Une fois qu'on a obtenu ce scoring côté IA, ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment, toujours via Copy AI, à mieux connaître notre client. On voit qu'il y a beaucoup de contacting actuel. J'en fais partie, je dois recevoir à peu près 15-20 emails d'outbounding par jour minimum. Et donc, ce qui va faire la différence pour ça, c'est vraiment cette notion de focus, cette notion de personnalisation qui va différencier, on va dire, un email, une prise de contact du volume et de la masse reçue à longueur de journée. Et donc, on va utiliser entre autres Copy AI pour ça, qui va nous permettre d'obtenir des informations clés sur le client, sur les enjeux de l'industrie, identifier les contacts les plus pertinents pour Spendesk. Donc pour nous, ça va être par exemple des contacts au niveau de la finance, ça va être des contacts au niveau du procurement et aussi avoir des informations clés sur ces contacts aussi pour pouvoir adresser via un pitch le plus efficace possible des enjeux qu'ils pourraient rencontrer, que ça soit d'un point de vue entreprise, mais aussi d'un point de vue personnel, de par leur prise de fonction, de par des actualités sur des choses qu'ils auraient postées, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment sur cette notion d'outbounding. Après, sur le cycle de vie, on va dire, de l'opportunité, lors du funnel de vente, on va aller chercher vraiment à simplifier le quotidien de l'account exécutif en identification via des outils de recording, par exemple, par rapport aux critères de qualification, aux critères de discovery que je mentionnais, et aux méthodologies telles que la MedPeak, par exemple, à identifier là où le commercial est en maîtrise, par exemple sur les metrics, par exemple sur les pains, mais identifier aussi là où il pourrait y avoir un manque de connaissances qui constituerait un risque sur le dossier. Cette IA va nous aider justement à analyser tout ça en identifiant ce qu'on appelle chez nous des red flags et on va pouvoir discuter lors des pipeline reviews, lors des one-to-one avec les commerciaux de ces red flags pour pouvoir essayer de trouver des solutions sur le deal pour maximiser justement la chance de closing et s'assurer qu'on arrive à compenser ce manque d'informations qu'on a identifié jusqu'alors. Finalement, je pense que ce qui est aussi important, c'est d'optimiser le temps passé en interne
Donc là, on a été beaucoup axé sur un point de vue client, mais en interne, un commercial va passer énormément de temps à justement interagir avec les autres départements. J'ai un client qui me pose une question technique, une question produit sur laquelle je n'ai pas forcément de réponse. En tant que commercial, il va être nécessaire que j'obtienne une réponse sur ça, et souvent, je vais devoir contacter l'équipe produit, je vais devoir contacter l'équipe Customer Success, ils n'auront pas forcément directement la réponse. Donc ça peut prendre potentiellement 48 heures, 4 relances pour obtenir la réponse que je cherche. Et là, nous, on va utiliser justement des outils, un outil par exemple qui s'appelle Dust, qui va nous permettre de créer des agents qui sont basés justement sur des modèles d'intelligence artificielle tels que Mistral, Claude ou ChatGPT, et qui va nous permettre, donc un agent c'est quoi? C'est une surcouche en fait de software qui va nous permettre justement de créer un espèce de prompt qui va nous accompagner sur une tâche spécifique. Donc par exemple, on en a créé chez Spendesk, on a créé un agent qui permet aux commerciaux de poser les questions qu'ils pourraient avoir sur cette notion de produit, et au lieu d'être dépendant de la réponse de quelqu'un d'un autre service, ils obtiennent de façon très précise et instantanée une réponse. Et donc ça nous permet, encore une fois, d'un point de vue commercial, à la fois d'apporter plus de vélocité sur le deal et donc d'être beaucoup plus, d'avoir une meilleure vision, une meilleure expérience client. Mais en plus de ça, ça nous permet de gagner beaucoup de temps en interne dans le quotidien. Et le dernier sujet que je n'ai pas forcément mentionné, c'est encore une fois cette notion de remplissage du CRM. Je parlais de forecast, donc tenir les deals à jour. Ça va être aussi des informations sur les outils utilisés, sur le climat concurrentiel, sur potentiellement des manquements qu'on pourrait avoir sur certaines fonctionnalités produits. Et toutes ces informations-là, on va pouvoir les réutiliser à la fois lorsqu'on va créer notre roadmap produit sur les prochains quarters, ou lorsqu'on va tout simplement aussi créer des win-loss analysis, des battle cards pour mieux faire face à la concurrence qu'on pourrait rencontrer. J'aime bien cette phrase « faire moins, mais faire mieux ». Je pense que c'est important. Je pense qu'on a vraiment une transition et un changement de modèle, surtout dans notre environnement, qui est un environnement startup scale-up, qui est de passer de cette approche ultra volumique, très transactionnelle, vers une approche beaucoup plus axée valeur. Et c'est vraiment le cas important sur l'entièreté du funnel de vente, que ça soit sur la manière dont on va communiquer auprès du marché d'un point de vue marketing, sur la manière dont on va adresser un prospect d'un point de vue outbound via nos SDR, via nos account exécutives, mais aussi sur la manière dont on va adapter notre cycle de vente pour répondre aux enjeux du prospect. Ça va être très important de se différencier. On dit c'est le prospect qui achète, c'est pas le vendeur qui vend. Et je pense que c'est important de garder ça en tête. Votre funnel de vente doit s'adapter à la buying journey du client ou du prospect plutôt que imposer votre modèle. Et donc je pense que vraiment cette notion de faire moins mais faire mieux est important, parce que d'une manière ou d'une autre, c'est ce qui apportera sur 2025 à mon sens le plus de résultats, à la fois pour les équipes internes, mais à la fois en termes de revenus aussi pour l'entreprise d'un point de vue global.